Merci à tous de m'avoir proposé d'abord de réfléchir à ce sujet, comment le jeune humain se construit dans la temporalité, parce que j'aurais jamais imaginé réfléchir là-dessus, c'est pas du tout mon domaine. Et puis en plus, vous savez, d'habitude, il faut déclarer ses conflits d'intérêts. Alors je n'en ai pas à proprement parler, sauf que si je suis pédopsychiatre, je ne suis pas spécialiste du tout petit enfant. Et en fait, la plus grande expérience que j'ai du tout petit enfant, c'est d'avoir eu 3 enfants et de les avoir regardés de près quand ils étaient très jeunes. Et en tout cas, cette question du temps, pour avoir été physicien il y a très longtemps, c'est une question qui est assez vertigineuse. Vous savez, on prête à quelqu'un, un philosophe, qui aurait dit un jour ne me demandez pas ce que c'est que le temps, c'est pour moi une évidence. Si vous me posez la question, alors je ne sais plus du tout ce que c'est. Et c'est juste la réalité. Il semblerait que la notion de temps existe dans toutes les cultures, mais qu'elle soit indéfinissable dans chacune d'entre elles. Alors du coup, la question du temps chez le jeune humain, ça va nous demander de prendre du recul par rapport à tout ça. Et du coup, j'aurais pu partir dans les manips de sciences cognitives qu'il y a eu chez le tout petit pour voir dans quelle mesure et à partir de quand il a une conscience du temps. J'ai commencé à me plonger là-dedans et en fait, j'ai été perdu tout de suite. Il y a des centaines d'articles là-dessus. Ça me dépasse complètement. Et puis Pierre a fait quelque chose de tellement brillant que ça aurait été ridicule à côté. Et donc du coup, je vous propose plutôt de prendre du recul, de nous interroger d'abord sur qu'est-ce que c'est que le temps pour nous adultes, et puis après se demander, partant de là, imaginons ce que pourrait être le temps pour un tout petit humain et un humain qui devient de plus en plus grand. Alors d'abord, prenons du recul, et puis il y a une évidence, c'est que dans la vie des humains, il y a des rythmes très forts. Et à l'évidence, le principal de ces rythmes, c'est l'alternance du jour et de la nuit, qui est quand même quelque chose d'évident et qui nous marque beaucoup, puisque le jour, on agit, et la nuit, on dort, en première approximation. Et d'ailleurs là, c'est le premier mystère. Vous savez que nous passons à peu près un tiers de notre vie à dormir, qu'il y a plein d'études sur la question du sommeil, et qu'en fait, on ne sait toujours pas vraiment, il y a des pistes, je suis au courant, mais on sait toujours pas pourquoi on passe autant de temps à rester dans notre lit, à fermer les yeux, et alors, dans le sommeil en plus, il y a le rêve. Le rêve qui n'est pas n'importe quoi, et vous savez là aussi qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment à quoi ça sert de rêver. Il y a encore là aussi, il y a des hypothèses, et puis il y en a eu plein, vous savez, qui ont été données dans différents champs de la psychologie, mais pour le moins, il n'y a pas de consensus. Donc, en tout cas, il y a une réalité, c'est qu'il y a une alternance du jour et de la nuit, du sommeil et de la veille, et que ça structure le fonctionnement des sociétés humaines. Alors après, il y a un autre rythme qui est moins évident, mais qui pourtant est sociologiquement très important, c'est le fait qu'il y ait des saisons. Là, on va rentrer dans l'hiver, et effectivement, c'est pas du tout pareil que l'été. Et puis, on peut remarquer, et ça depuis toujours les humains l'ont fait, qu'il y a une reproduction de ces saisons, que c'est très régulier, et on appelle ça des années. Et vous avez remarqué que les années, on les compte. Et que ça a à voir avec une autre capacité de l'être humain, c'est que les êtres humains, ils savent compter. Alors là aussi, c'est quelque chose qui semble évident. Et puis vous me voyez venir, en fait, les tout petits humains savent aussi compter. Le comptage, c'est pas juste de faire 1, 2, 3, 4, c'est le fait d'attribuer une classe d'équivalence au fait que 4 bips sonores, finalement, c'est la même chose que 4 cailloux que j'ai sur la table. Et ça, c'est en fait, on a l'impression que c'est quelque chose d'évident, mais ça n'a absolument rien d'évident. Le fait de pouvoir abstraire une notion de quantité et de comptage, c'est quelque chose de cognitivement qui est assez remarquable. En tout cas, on fait ça beaucoup, et on est très fort pour faire ça. Et alors, on compte les années, et on appelle ça l'âge. Et là aussi, socialement, vous avez dû remarquer que c'est quelque chose de très important. Dans tous les questionnaires, maintenant, alors on vous demande quel est votre genre, est-ce que vous êtes un homme ou une femme, et on a l'impression que c'est évident. Alors maintenant, on réalise que, en fait, la plupart du temps, quand on pose cette question, ça n'a aucune importance. Pourquoi demander aux gens s'ils sont des hommes ou des femmes pour remplir un papier administratif? D'ailleurs, pourquoi c'est sur la carte d'identité? Mais pourquoi, dans la plupart des questionnaires, on demande aux gens quel âge ils ont? Et là, bien entendu, en fait, le problème de l'âge, c'est que chez les humains, vous savez qu'entre 60 ans et 90 ans, il se passe quelque chose qu'on appelle la mort.
et qui est quand même pas rien du tout. Et donc, eh ben, ce comptage des années, c'est quand même pas rien parce que, on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Alors, on ne sait jamais quand, mais on sait en gros où ça se situe. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a des rituels macabres sociaux où on compte ça, on appelle ça les anniversaires et le nouvel an. Alors vous me direz, c'est une fête? Oui, c'est une fête parce que c'est une défense maniaque. Hein. En fait, c'est profondément macabre. D'ailleurs, il y a des gens qui ne veulent pas du tout fêter leurs anniversaires et le nouvel an à cause de ça. Alors, les hommes comptent, mais les hommes comptent de façon redoutablement subtile. Alors les gens, ils ont compris qu'il y avait des années, qu'il y avait des jours, qu'on pouvait dire qu'il y avait 365 jours et des bricoles dans une année, mais qu'on peut faire battre un pendule, et on peut un pendule d'un mètre, ça bat la seconde, et la seconde, il y en a 60 dans une minute, et dans une minute, il y en a 60 dans une heure, et il y a 24 heures dans une journée, et etc. Et on peut comme ça compter, décomposer le temps en tout petits bouts extrêmement fins. Et à la limite même, les mathématiciens, ils ont proposé une représentation abstraite, intellectuelle du temps, sous la forme de l'ensemble des réels. Voilà, et donc le temps devient avec une succession d'instants de mesure nulle, donc des instants sans épaisseur qui se succèdent, et on a des choses pour les mesurer, et aujourd'hui ces choses pour les mesurer, c'est souvent les smartphones, et on est envahi de temps comme ça. On est envahi de temps et il faut dire que c'est extraordinairement utile. Ça nous a tous permis de nous retrouver alors qu'on est à des endroits complètement différents. Nous nous sommes retrouvés au même moment pour échanger. Et ça, bien sûr, imaginez que nous n'ayons plus de temps mesuré par des smartphones, ça serait une catastrophe absolue. Donc le temps permet aux sociétés humaines de démultiplier leur productivité de façon considérable, puisque les sociétés humaines sont fortes parce que les humains sont collaboratifs, et le temps est une espèce de chef d'orchestre qui permet de régler le fonctionnement de ces sociétés, de plein d'individus qui collaborent ensemble. D'accord. Alors, après, on sait que c'est vrai, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Du côté des physiciens, alors ils ont étudié le temps avec beaucoup de détails et se sont rendus compte qu'en fait, vous savez, quand on va très vite, c'est plus compliqué. En fait, c'est difficile de définir un temps pour tout le monde. Voilà, et en fait, chacun aurait son temps à lui. Et vous savez que si vous partez très vite et que vous revenez, en fait, les gens que vous aurez laissés, ils auront vieilli beaucoup plus que vous. Mais bon, ça c'est théorique, c'est une histoire de physiciens, nous on s'en rend pas compte. Par contre, ce qu'ont dit les physiciens aussi, ça nous touche beaucoup, c'est qu'il y a quand même un mystère, c'est que les lois de la physique, elles sont réversibles, alors que quand vous cassez une vitre, en fait, on ne peut pas revenir en arrière, c'est impossible de recoller les morceaux d'une vitre qui s'est cassée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent dans les films, il y a des retours en arrière qui déclenchent une espèce d'émotion et de surprise de voir, on casse une vitre et puis si on rembobine le film, on voit la vitre qui se recompose. C'est fascinant parce que c'est impossible. On sait que c'est impossible. Et alors, pour nous humains, ça a une conséquence, c'est qu'on vieillit. Non seulement on va mourir un jour, mais en plus, on naît, on grandit, et puis on vieillit. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on demande l'âge, c'est pour savoir où il en est, où elle en est, la personne à qui on va avoir affaire, à quel stade de vieillissement elle en est. Donc voilà le temps tel qu'on le voit aujourd'hui. En tout cas, voilà le temps tel que les scientifiques et les physiciens nous proposent de le voir. Et là aussi, il faut quand même remarquer quelque chose, c'est que, vous voyez la température par exemple. Aujourd'hui, la température c'est quoi? C'est ce que dit un thermomètre. En fait, pas du tout. La température à l'origine, c'était est-ce que j'ai chaud ou est-ce que j'ai froid? Eh bien, la physique est tellement forte dans notre société que si vous dites à un moment donné dans une pièce, oh là là, j'ai froid, et on va vous dire, non, il fait 21 degrés. Donc tu as tort, tu n'as pas froid. Tu devrais avoir chaud. On n'a plus le droit de dire que, non, mais moi, j'ai froid. Et même s'il fait 21 degrés, je dis que j'ai froid en tant que sujet humain. Et donc on peut se demander, est-ce que le temps des physiciens, dont on a tous un exemplaire de mesure dans notre poche, finalement, est-ce qu'il ne nous est pas imposé par un corpus de connaissances qui est fondamentalement non humain, parce que la physique, c'est une discipline fondamentalement non humaine. Et c'est là qu'on va voir que bien sûr que oui, il y a tout un tas de philosophes qui se sont posés cette question, le temps, qu'est-ce que c'est?
Et alors, on voit qu'il y a déjà très longtemps, il y a 1600 ans, il y en a un que j'aime bien qui disait que le temps c'est une distension de l'âme. C'est une punchline, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire c'est très court, mais très efficace. C'est-à-dire, on a une âme, d'accord, mais en fait, cette âme, ben, c'est vrai qu'elle est un peu distendue dans son expérience subjective. Alors après, il y a un philosophe allemand qui a dit aussi, qui est super connu, hein, qui a dit un truc qui est quand même potentiellement très fort, c'est que pour lui, le temps, en fait, le temps, ça n'existe pas en soi, quoi. Le temps, c'est juste la condition de la possibilité de concevoir ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, en fait, il dit que quand on pense à l'intérieur de nous, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ben forcément, on le pense dans le temps. Mais en fait, c'est pas que le temps existe, c'est notre façon de penser les choses qui les met dans ce qu'on appelle le temps. Et donc, en fait, c'est pour ça que le temps, on ne sait pas le définir. On ne sait pas le définir parce qu'en fait, il nous constitue en tant que sujet pensant qui essaie de penser à l'intérieur de lui. Donc, il n'est pas définissable, parce qu'il faudrait se définir à l'infini à l'intérieur de nous pour pouvoir y arriver. Ça paraît un peu compliqué et un peu bizarre, mais en fait, je trouve que il y a quand même une justesse là-dedans, et puis en plus, c'est une grande star de la philosophie. Mais vraiment, celui qui m'a sidéré, parce que, ayant fait des études de physique avant, pour moi, le temps, c'était le temps des physiciens, il n'y a pas de discussion. Et puis donc, il y a un philosophe français de la charnière du 19e et du 20e siècle qui a développé la notion de durée. Et il dit en fait, quand vous vivez, ben le temps en fait c'est pas quelque chose qui est ponctuel sur l'axe des réels. En fait, le temps a une épaisseur. Et ça, quand on vit, c'est complètement vrai. Quand on vit dans une durée. Alors, lui, il dit pas combien, parce que ça n'aurait pas de sens, c'est un philosophe, donc il est sérieux sur ses concepts. Moi, je vais le faire, parce que j'ai pas de prétention à être sérieux. Et donc, en fait, c'est quelques secondes. Vous voyez, 1 seconde, 2 secondes. Ben, 1 à 2 secondes, c'est l'épaisseur temporelle qui fait que, quelque part, votre pensée est là, telle que vous la vivez. Et donc, ce philosophe, il dit, ben voilà, notre expérience de la vie, elle se passe dans cette fenêtre qui est l'épaisseur de notre existence. Et puis, ce qu'on dit avant, mais avant, c'est la mémoire. C'est pas avant. Ce qu'il y a, on vit là, mais c'est vrai que je me souviens de choses. Et nous, on dit que c'est avant. Et puis, eh ben, on a peur du futur. Parce qu'on sait bien, nous humains, on a très peur du futur. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça, en permanence, on est en train de réfléchir à ce qui va se passer. Et puis là, il y a le réchauffement climatique, alors on a encore plus peur de ce qui va se passer. D'ailleurs, on est complètement perdu dans le futur à cause de ça. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas, hein, mais en fait, c'est juste la réalité. Et donc, en fait, dans ce futur, hein, il est imprévisible, et ça, c'est très gênant. Et puis, parfois, en plus d'être imprévisible, il fait mal. Et donc ça, on a peur du futur. Et donc, sans arrêt, on anticipe, mais en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc le futur, on ne sait pas, par définition, on ne sait pas. Et puis le passé, bah, c'est la mémoire. Alors on va dire, ben oui, mais la mémoire, elle est indexée, voilà. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Demandez-vous ce que vous avez mangé avant-hier soir. Vous pensez que vous avez des souvenirs comme ça qui sont indexés dans le temps Non. Si vous essayez de vous demander ce que vous avez mangé avant-hier soir, ça va être un chaos dans votre tête. Vous allez associer sur plein de choses, et puis d'abord, vous allez manger, oui, mais il y a 1 semaine, j'étais pas au resto, parce que bien sûr, c'est plus possible, mais j'ai mangé ça et c'était sympa, parce que c'était avec mes enfants, on a triché, et donc c'était encore plus sympa, et puis voilà, mais avant-hier soir, mais je ne sais pas ce que j'ai mangé avant-hier soir. Voilà, je ne sais pas. Et donc en fait, quand on dit la mémoire, c'est une indexation de ce qu'on a vécu dans le temps, c'est pas vrai du tout. Notre mémoire, c'est un processus associatif, c'est-à-dire c'est un réticulum d'expériences vécues dont on dit qu'elles se sont passées dans notre passé. Et donc on en arrive à la fin de cette première partie, rassurez-vous, la deuxième est très rapide, c'est que, aujourd'hui, il y a un temps, il y a une représentation du temps qui nous est imposée, c'est le temps des physiciens, et ça, moi je dirais que ça pose un problème quand même aux psychologues qui font des manips, parce que par défaut, les psychologues qui font des manips sur le temps, elles font des manips sur le temps avant tout en utilisant le temps des physiciens. Et je trouve ça un peu dommage.
Donc premier point, on nous impose la notion de temps. Deuxième point, ben, il y a une frénésie anticipatoire aujourd'hui. Hein. À force de penser qu'en anticipant on est plus efficace, ben, on est perdu dans le futur. Que le passé est complètement ringardisé. Hein. Le passé, l'histoire, c'est old school, c'est les vieux, etc. Il n'y a rien à attendre du passé. Et puis le présent c'est pour les feignants. Hein. Quand on reste dans le présent, ben on marine là, voilà. Non, il faut être dans le futur. Hein. Il faut être branché. Tout va arriver. Hein. Ce qui se passe en ce moment, ben c'est has-been. Hein. Sauf que, ben, bien entendu, l'humain il a besoin d'entrer dans l'instant présent. Et de là, ben, la méditation de pleine conscience, hein, c'est avant tout un soin psychothérapeutique qui vise à retrouver l'instant présent. Et puis on pourrait parler de la psychanalyse aussi. Alors les psychanalystes qui sont très à cheval sur le temps, hein, vous savez, il y a des séances, hein, il y a le début, il y a la fin, et puis voilà, c'est très strict, sauf que ben, le temps d'une séance de psychanalyse, je ne sais pas trop ce que c'est, moi j'ai l'impression qu'une séance de psychanalyse c'est plutôt hors du temps. Alors revenons au tout petit humain. Alors on a vu les expériences que Pierre a décrites sur le fœtus, il y en a... C'est absolument prodigieux, il n'y a pas d'autre mot, c'est prodigieux, et on sait effectivement aujourd'hui que le fœtus entend les battements du cœur de sa mère, et donc forcément il y a du rythme là aussi. Et puis, moi j'imagine, j'ai pas vu de papier, mais j'imagine que quand la mère marche, ben, ça fait des battements, ça fait du rythme, et je suis persuadé que le fœtus, il sent ce rythme. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir des gens en boîte de nuit ou dans des rave parties, on a vraiment l'impression que c'est une institution collective qui se retrouve dans le ventre de sa mère. Et là, il y a l'alternance du jour et de la nuit, hein, qui doit jouer aussi. Et on peut même imaginer que les pics de glycémie de la mère, alors qu'elle mange ben, à des intervalles de temps réguliers, c'est rythmé, eh bien que le fœtus doit sentir ça aussi. Alors après, le fœtus, il naît, et alors là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est la rencontre du fœtus avec le temps des parents. Et vous savez quelle est la première phrase qu'on dit avec compassion à des jeunes parents? Est-ce qu'il fait ses nuits? Et là, bien entendu, et au sein du couple, hein, quand l'enfant se réveille la nuit, parce que les enfants tout petits se réveillent la nuit, eh ben on va dire, ah c'est à ton tour de te réveiller parce que moi je l'ai fait hier. Donc on voit que effectivement le temps chez le tout petit est quelque chose qui va, alors c'est pas du temps à ce moment-là, mais la rencontre du temps des parents est un événement extrêmement fort dans l'éclosion de l'humain à la vie. Et vous savez que en consultation, on a régulièrement des enfants qui commencent à manipuler leurs parents en comprenant qu'ils ont du pouvoir sur leurs parents parce que c'est eux les gardiens du temps. J'aurai des anecdotes à vous raconter, mais vous en avez bien plus que moi. Alors, là aussi, comme autre rythme, il y a la faim. Bien entendu, l'estomac d'un nouveau-né étant tout petit, il a faim très vite. Et donc, il a faim régulièrement. Et puis, il y a le miracle de la réplétion, de la jouissance d'avoir un estomac rempli. Et puis après, il y a l'espèce de paix intérieure dans la neutralité du tube digestif qui fait que le tout petit va regarder autour de lui et va pouvoir être rencontré avec la réalité. Et donc on voit que là aussi il y a un rythme. Et puis dans ce rythme, il y a quand même la rencontre avec le sein. S-E-I-N. Et donc de savoir que j'ai faim et que chaque fois que j'ai faim, il y a un sein qui vient, ou un biberon naturellement, qui vient me donner cette jouissance de la réplétion. Et là, pas besoin de rentrer dans les détails, mais que la rencontre avec le biberon ou avec le sein, le fait que le sein soit toujours là, à la bonne heure, me rend sécure dans mon environnement et va conditionner le fait que quand j'entends des bruits, je sais qu'il va arriver, mais que parfois il n'arrive pas, et que donc tout d'un coup, je peux imaginer que ça pourrait disparaître, et c'est à l'origine de, peut-être, même si ce n'est pas très scientifique, d'une certaine constitution du psychisme humain. Alors l'enfant grandit. Il grandit, et là si on revient à cette histoire de durée, de mémoire, de futur, qu'est-ce que c'est le présent, le passé et le futur pour un tout petit? Moi j'aimerais bien savoir, parce que qu'est-ce que le passé pour un tout... Nous, notre passé, plus on vieillit, plus il est une espèce de truc énorme qu'on a à porter sur nos épaules. Mais quand on a 3 mois, 6 mois, 1 an... qu'est-ce que vraiment la mémoire d'un tout petit en termes d'imaginaire? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que le futur?
Les tout petits n'ont pas peur de la contingence, ils n'ont pas peur de prendre une tuile sur la tête. Et donc, il n'y a pas de folie anticipatrice chez le tout petit. Non, le tout petit, il est dans la durée. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les enfants, ils jouent. Et quand on joue, on est vraiment dans la durée. Quand on joue, il n'y a plus de temps. Il y a une suspension du temps quand on joue. Et d'ailleurs, quand on joue, le temps passe, on ne se rend pas compte tout d'un coup, ah, on a joué pendant 2 heures. Ah oui, c'est terrible. Eh bien, les enfants, ils jouent sans arrêt. Les enfants, ils sont dans la durée, ils sont dans l'instant. Et puis arrive le langage, et donc le langage, il y a une linéarité du signifiant. Et ça avait été décrit depuis toujours par les poètes. Il y a des vers avec des pieds. Et donc il y a une rythmicité du langage qui s'inscrit dans une temporalité. Et puis on va à l'école et on apprend à compter. Et on apprend les mathématiques. Et petit à petit, la durée va disparaître et elle va être envahie par le temps scientifique. Et donc j'aurai juste cette dernière phrase pour conclure. Je crois que nous avons sûrement beaucoup à apprendre de ce que serait le temps vécu par les nouveau-nés et les tout-petits. Parfois, j'ai l'impression de les envier. Merci pour votre attention.